Lundi 23 mars 2015, vous êtes sur la télévision du futur. Le principal rendez-vous avec l'information, c'est TV+ ce soir, mais avant, le sommaire. De nombreux sans-abri au quartier Ozungé, dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. C'est un incendie qui a ravagé plusieurs maisons d'habitation. Les origines et les pertes au cours de cet incendie, vous les aurez dans cette édition d'information. Toujours sur le front social, ce malheur qui guette bien des familles. Cela se passe au quartier Zengayon, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. C'est près de 4 enfants, du moins 3, qui ont pu décéder à la suite d'asphyxie dans un véhicule en panne. Ces enfants qui ont d'ailleurs été retrouvés par leurs parents. Nous en parlerons également dans cette édition d'information. Un lundi très mouvementé dans la capitale gabonaise avec des mouvements annoncés, notamment les mouvements des élèves et étudiants qui devaient se regrouper dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise en vue de protester contre la situation de blocage actuelle dans les administrations, notamment l'administration de l'éducation nationale, avec cette grève lancée par les enseignants depuis plusieurs semaines déjà. Toujours sur le front social, nous parlerons de Dynamique Unitaire qui poursuit son mouvement de grève illimité et qui se durcit de jour en jour. Nous parlerons justement de cette situation qui a prévalu à l'école publique Martine Oulabou, c'était ce matin. Et le dossier de cette édition d'information sera également consacré à l'enseignement, mais cette fois la journée de l'enseignant célébrée sur fond de tension sociale justement. Nous allons évoquer tour à tour la place de l'enseignant actuellement et les différents acquis au cours des revendications menées depuis 1990 par les différents mouvements syndicaux au Gabon. Bonsoir à tous et merci de toujours faire confiance en la télévision du futur. Nous ouvrons cette principale édition d'information avec ce malheur qui guette les familles. C'est dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, à la jonction du quartier Siban, là-bas. C'est donc 3 enfants qui ont été retrouvés dans un véhicule parqué, véhicule en panne bien entendu. La découverte macabre a été faite par les riverains. Les images pourraient être fortes, toutes nos excuses. Voici le reportage. Des pleurs et des cris de colère. Un lundi noir pour plus de 3 familles, dont 3 corps sans vie ont fait l'objet d'une découverte macabre. L'horreur se vit derrière l'hôtel de la Canne. Les corps déjà rigides ont été retrouvés dans ce véhicule immatriculé 0158 G1X. Certains à l'avant, d'autres à la malle arrière. Selon les témoignages, les enfants dont l'âge varie entre 3 et 8 ans, en vie quelques heures auparavant, ont investi la voiture pour y jouer, jusqu'à ce que malencontreusement, ils se retrouvent hermétiquement bloqués dans le véhicule qui serait en panne. Moi je viens à peine d'arriver, maintenant ils ont dit qu'il y a 4 enfants qui sont morts dans la voiture. Comment? L'interrogation vaut son pesant d'or, car ils auraient tenté en vain d'en sortir avec toutes les vitres montées et les portières complètement verrouillées. Ils vont quelques heures plus tard manquer d'air et succomber à l'asphyxie, alors que le véhicule est garé dans une cour où les allées-venues des habitants sont à forte fréquence. On parle d'un 4e corps qui a été conduit manu militari dans une structure hospitalière par ses proches. Toujours est-il que certains parents crient à une scène savamment orchestrée. Alors, qui a fait les choses comme ça? La personne veut gagner quoi? La personne veut gagner quoi?
Si l'hypothèse de l'étouffement est avérée, cela révèle la dangerosité des épaves stationnées anarchiquement dans les rues de la capitale gabonaise, à l'heure où la crise de l'école gabonaise plombe les enfants à la maison qui se livrent à des occupations souvent fatales. Seule une enquête pourrait déterminer les réels mobiles de cet incident malheureux pour nombre de familles habitant dans cette partie de la capitale gabonaise, le 6e arrondissement de Libreville. On parle justement d'autres compatriotes, eux qui restent aujourd'hui sans abri après le passage d'un violent incendie qui a ravagé près de 8 maisons. Cela se passe dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise, précisément au quartier Ozungé. Nathalie Oké. 5 maisons calcinées, perte en matériel important, plusieurs familles sans abri. C'est le triste bilan de ce violent incendie déclenché tardivement dans la nuit de dimanche à lundi au quartier Ozungé. Malgré la forte mobilisation des agents des sapeurs-pompiers, rien n'a pu être récupéré par les occupants des lieux. J'étais endormie. C'est juste Dieu qui m'a demandé de me lever, de sauver mes 2 enfants, c'est tout. Le reste, oui. Il n'y a pas eu mort d'homme, Dieu merci. On ne peut rien, juste demander de l'aide comme d'habitude, comme le fait d'autres Gabonais. On espère bien qu'on nous aidera ici, là. Je me rappelle seulement que à partir de 23 h, l'enfant nous est arrivé. En fait, je ne savais même plus où j'en étais. J'ai tout de suite réveillé mon petit ami. Son premier secours, c'était de cogner les autres pour l'aider à prendre de l'eau. Mais personne n'est arrivé. Peut-être que le monde était fatigué. J'ai sauvé seulement celui-là. La plus petite est restée. La moyenne, avec les secousses, je suis repartie. J'ai tiré l'autre et les autres sont venus ensuite. Ce sont des familles sinistrées qui dormiront à la Belle Étoile à compter de ce lundi. Et à propos de l'origine du drame, aucune information nous a été révélée. Tout, acte NAMGS, acte de naissance, les papiers des enfants. Le social n'est pas encore arrivé. Reste que cette situation a laissé les locataires et propriétaires dans une forte tension et pour l'heure, les services de l'État habilités en pareille circonstance n'ont pas encore effectué le déplacement des lieux. Et voilà pour le cas de ses compatriotes. Parlons de toute autre chose à présent. Il s'agit cette fois des projets d'investissement de la municipalité de Libreville, l'investissement qui a toujours posé problème à cette institution du fait de la faiblesse des financements attribués à la dite institution et l'actuelle équipe municipale qui pourtant a un budget d'investissement. Aujourd'hui, il semble bien que l'ardoise n'est pas encore à la hauteur des attentes des premiers responsables de cette institution. Nathalie Oké en parle dans ce reportage. Au niveau de l'hôtel de ville, institution municipale centrale, les populations attendent toujours de voir les retombées en termes d'investissement de l'hôtel de ville dans nos quartiers. Aucune voie secondaire n'a bénéficié de rénovation, pas d'appui au niveau des écoles du premier degré, aucun site touristique n'a vu le jour. Bref, une nouvelle équipe dans la commune de Libreville, mais le visage de notre belle cité n'a guère changé. Il ne s'agit pas seulement de voter des budgets, mais il s'agit de savoir gérer. Parce qu'une municipalité fait également dans le social. Une municipalité qui n'investit pas est une municipalité qui n'existe que de nom. Et je vous dirais que la municipalité de Libreville est une institution de l'État et non une institution d'un parti politique, d'un clan ou d'une ethnie. À ce jour, les collaborateurs externes seraient mieux traités que le reste des employés et le budget d'investissement ne serait pas bien géré par l'actuelle équipe, d'où les répercussions dans les quartiers sous-intégrés. En un mot, les Gabonais habitant la commune de Libreville ne se retrouvent pas dans ce qui est fait à la mairie de Libreville parce que la mairie de Libreville est une institution de la République. Regardez un peu. Il y a 5 ans, qu'est-ce qui a été fait? Aucune route n'a été aménagée ou construite, aucune école, si ce n'est pas détruire ce qui existait. Aujourd'hui, nous arrivons 2014. Qu'est-ce qui a été fait? Zéro.
sur le plan social. Sur le plan investissement, vraiment rien n'est fait. Pour l'heure, les questions d'investissement ne seraient pas à l'ordre du jour à la mairie centrale. Les préoccupations de l'actuelle équipe seraient plutôt centrées sur d'autres secteurs d'activité. Et on le sait, à la municipalité de Libreville, l'éternel problème qui s'est toujours posé, c'est bien cet effectif pléthorique, effectif des agents bien entendu, dont la norme est largement dépassée, mais il reste que c'est également au sein de cette mairie où se trame pas mal de coups bas et autres pressions sous des formes diverses. Nathalie Oquet en parle ici comme une pieuvre, l'administration municipale. À 24 heures de la tenue du conseil municipal de la mairie centrale, il convient de s'interroger sur le statut des employés des mairies et des conseils départementaux. Comment sont-ils traités? Existe-t-il un plan de carrière pour ces agents municipaux? Cette interrogation arrive alors que les agents menacent d'entrer en grève au niveau des collectivités locales. La mairie de Libreville, nonobstant les règles qui établissent son fonctionnement, a toujours souffert des effets pervers et désastreux de la mauvaise gestion. Tout simplement parce que ceux qui viennent à la tête de la commune de Libreville ne viennent pas là pour régler les problèmes ni des agents municipaux, ni les problèmes récurrents connus des populations de Libreville. Ces dirigeants viennent tout simplement à la mairie pour se faire une santé financière. Tant que la mairie sera toujours gérée comme elle est présentement là, c'est-à-dire en cogestion, les populations de Libreville ne pourront pas s'attendre mieux. À ce qu'il semble, le problème de cogestion entre partis politiques aurait plutôt un impact négatif dans les attentes des populations et des collectivités locales. Un esclave qui ne prend pas la décision de se libérer mérite bel et bien ses chaînes. Ce n'est pas un maire qui viendra vous dire revendiquer vos conditions de vie les meilleures. C'est les agents eux-mêmes. S'ils estiment qu'ils sont dans une bonne enseigne, alors qu'ils avancent. Mais nous disons, connaissons très bien la maison, les conditions des agents municipaux, du personnel, les conditions de travail demeurent précaires. Puisque les autorités municipales ne viennent à la tête de la mairie que de s'occuper de leurs propres problèmes. Comment comprendre que quelqu'un qui devient l'administration publique d'ailleurs, nommé collaborateur du maire, c'est-à-dire chargé de mission, conseiller ou directeur, se retrouve avec 2 500 000 par mois, alors que l'agent municipal qui est engagé à la 3e, 4e catégorie se retrouve avec 204 000. Croyez-vous que c'est ce conseiller-là qui viendra demander à l'agent municipal de revendiquer ses meilleures conditions de vie? Non. Pour de nombreux agents municipaux, la situation devient insoutenable. Les autorités municipales seraient préoccupées par les problèmes d'embellie financière au détriment des préoccupations des employés des mairies et des conseils départementaux. Et les travaux du conseil municipal qui devront s'ouvrir sous peu pourraient être suffisamment déterminants pour rassurer ou non les différents agents des municipalités, aussi bien de Libreville que d'autres localités dans la province de l'Estuaire. Et nous abordons la page dossier de cette édition d'information, la journée nationale de l'enseignant. Vous le savez, célébrée chaque année le 23 mars en mémoire à Martine Oulabou. C'est une journée qui a été célébrée sur fond de tension véritable. Bertline Bengon. Qu'on assiste. Victoire. Qu'on assiste. Victoire. Tout le pouvoir. À la base. Et toute la victoire. À la base. Le 23 mars de chaque année, et ce depuis les années 2000, le Gabon célèbre celui que le docteur Franck Bernard Mvé, écrivain peintre, enseignant-chercheur à l'ENS, a surnommé vaillant serviteur de la République. J'ai cité l'enseignant gabonais. C'est pourquoi, pour ce 23 mars 2015, la CONACYSED, votre intersyndicale, a retenu le thème suivant: l'importance de la lutte syndicale dans l'émergence de la société gabonaise. Chers collègues, camarades travailleurs, c'est l'occasion de rappeler ici à ceux d'entre nous qui sont encore martyrisés par la peur et la lâcheté que c'est
que sans la lutte, le travailleur perd sa dignité. Que la lutte nous permet d'agir avec loyauté et nous éloigne des chemins de la corruption et de la mendicité. Pour ce 23 mars 2015, le Bureau national de la CONACYSED décerne la médaille du mérite à tous les enseignants du pré-primaire, du primaire et du supérieur pour leur mobilisation et leur détermination pendant ces 2 mois de grève illimitée. Également les enseignants du secondaire. Enfin, le Bureau national de la CONACYSED renouvelle ses félicitations aux enseignants de l'estuaire, Moyen Ogoué, Nyanga, Ngounie, Welentem, Ogoué Vindo, Ogoué Maritime, Ogoué Lolo et Ogoué Wotogoué pour leur mobilisation. Pour ce 23 mars 2015, la communauté éducative envoie ce message fort, empreint de fermeté aux gouvernants. No money, no school. No money, no school. No money, no school. No money, no school. Je vous remercie et bonne fête. No money, no school, c'est un nouveau slogan des membres de la CONACYSED. On se souvient bien que le 23 mars, c'était évidemment un jour consacré à la mémoire d'une compatriote, vaillant serviteur de la nation, Martine Oulabou, tombée sous les balles des forces de l'ordre, alors même que la revendication se basait essentiellement sur les meilleures conditions de travail. On se souvient, c'était le 23 mars 1992, 23 ans après, voici à nouveau Martine Oulabou. Bertline Bengon. C'est une institutrice qui est tombée sous les balles du pouvoir, aux côtés de 9 étages, au niveau de la pharmacie gabonaise, parce qu'elle réclamait une école où tous les jeunes Gabonais peuvent réussir. Donc, c'est la mort de Martine Oulabou qui a amené le gouvernement à construire un certain nombre de salles de classe au niveau de la République. Des salles de classe qu'on a appelées par le passé, et même toujours, les écoles Ngwangu, les écoles de la BAD. Et le lieu là où nous nous trouvons ici matérialise un peu cet esprit de Martine Oulabou. Vous savez que la dénomination de cette école de Martine Oulabou a été la résultante du combat des syndicats sous la houlette de Christian Bitouga, parce que le gouvernement ne voulait pas que cette école-là porte le nom de Martine Oulabou. Mais nous nous sommes battus, nous sommes venus nous-mêmes, ici là, clouer la pancarte école Martine Oulabou. Parce que pour le gouvernement, il fallait mettre cette école-là au niveau de l'N7. Nous avons dit non, il fallait que cette école-là soit dans une grande rue. Et nous pensons que Jean-Paul II, à côté de la primature, à côté de Bercy, à côté de Bessué, nous pensions qu'il fallait honorer cette enseignante syndicaliste. On retient on est tenté de dire qu'elle est morte pour rien. Parce que cette mort-là devait amener le gouvernement, devait amener le Gabon à déclarer l'éducation comme première priorité. Malheureusement, c'est pourquoi Martine Oulabou est morte. Nous continuons aujourd'hui à lutter et même à mourir pour cette cause-là. Et voilà, 23 ans après, peut-on réellement énumérer les acquis de ce combat syndical qui a réellement pris de l'ampleur, notons-le, à partir du décès de Martine Oulabou le 23 mars 1992. Nathalie Oké en parle dans ce reportage. Autre sujet préoccupant pour les enseignants, c'est le problème d'acquis dans le secteur éducation depuis la mort de Martine Oulabou. Pour les membres de la CONACYSED, acteurs de la société civile, on peut citer quelques acquis à ce jour. Les acquis, c'est d'abord la construction des écoles depuis longtemps. À l'époque où Ngouangou, l'actuel directeur de cabinet du président de la République, était secrétaire général du Sénat. La construction de ces écoles-là, et puis à l'arrivée d'André Mbobam, il y a eu encore quelques écoles qui ont été construites. Et je crois qu'il y a eu aussi d'autres acquis au niveau de la carrière de l'enseignant. Oui, des lycées, des collèges, oui, construits à l'époque de Mbobam et
Michel avait commencé, mais il n'a jamais terminé parce qu'il n'a laissé que des fondations. Au moment où il allait passer à la phase active, on l'a remplacé et c'est Séraphin Moundouga qui est venu balayer tout ce qu'il a voulu faire des revers de main et c'est resté dans la brousse. Beaucoup reste à faire en termes d'investissement par la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, d'où cette intensification dans leurs revendications. En ce qui concerne la carrière des enseignants, à eu des acquis également. L'enseignant du primaire pouvait devenir professeur de lycée et de collège. Ça, Mboba m'avait ouvert des parcelles à l'école normale supérieure, ainsi de suite. Donc, depuis le primaire, on peut devenir professeur de lycée. Un plan de carrière a été vraiment confectionné. Le professeur Ondosa, qui avait aussi construit en moins de 6 mois 2 lycées. En moins de 6 mois. C'est ce qui nous avait surpris, puisque le professeur a construit en moins de 6 mois 2 lycées, c'est-à-dire le lycée de Diba et le lycée de Montalier, en moins de 6 mois. Et on l'a enlevé avant qu'il ne parachève son œuvre. Donc, vous voyez, depuis ce jour-là, il n'y a plus rien eu de palpable. Tout ce qu'on est en train de revendiquer au jour d'aujourd'hui, normalement, la revendication clé, c'est que l'enseignant d'aujourd'hui s'est retrouvé pour dire qu'il faut que les études servent à avoir une aisance financière. L'école doit permettre à un citoyen d'avoir une aisance financière et matérielle, comme l'est aujourd'hui la politique. Parmi les problèmes qui occasionnent des troubles au sein du département de l'Éducation nationale, il y a le problème d'investissement, notamment la construction des écoles, des salles de classe, l'extension des lycées et collèges de Libreville et dans les 9 provinces du pays. Et que dire de l'enseignant lui-même, principal acteur dans ce secteur? Quel est aujourd'hui son statut au niveau du Gabon? Retrouvons une fois de plus Nathalie Oké. Autrefois, on y arrivait, on va dire, dans la carrière, comment dire ça, animé par la volonté, en fait, c'est par vocation. L'amour de transmettre, de transformer un être humain. S'il y a 15-20 ans, il y avait déjà les mêmes problèmes, qui malheureusement n'ont pas trouvé des solutions. 20 ans, 30 ans après, les choses se sont véritablement dégradées en termes de conditions de travail. Que peut-on demander à un enseignant lorsque celui se retrouve noyé dans une classe de 120 ou 200 élèves? Non, quelle que soit la bonne volonté, quel que soit l'amour du métier, mais il se retrouve pris dans les taux de contradictions en termes de conditions de travail et celui-ci n'a malheureusement pas un rendement optimal. C'est de ce qu'il s'agit. Donc le statut, il ne s'est pas amélioré. C'est certes un sacerdoce, comme on aime bien le dire dans le discours officiel. Le sacerdoce n'est pas synonyme d'esclavagisme ou bien de chosification. Le sacerdoce tient compte du contexte, donc d'un certain nombre de commodités. On a beau y aller là-dedans, avec tout l'amour du monde, avec toute la bonne foi, tout le sacerdoce, tout ce qu'on peut dire. Tant que les conditions ne suivront pas, tant que l'enseignant, au même titre que les autres agents publics, est transformé en mendiant, parce qu'en réalité, c'est une vocation, pour n'est pas une profession de pauvre. Être enseignant aujourd'hui n'est pas signe de quelqu'un, on y arrive certes, mais vous pouvez être convaincu que vous ne pouvez pas vivre de votre métier. C'est ça la vérité. Mais écoutez madame, écoutez, dis-moi ce qui regarde. Comment comprendre que celui-là qui est appelé à transmettre, celui-là qui est appelé à former, parce qu'il ressent le tout processus de développement, puisse pour certains, après 10 ans de service, avoir pour salaire 320 000. Je dis bien 320 000. Quel que soit le sacerdoce, quelle que soit la bonne volonté. Vous pensez que c'est celui-là, que peut-il produire, quel est le rendement qu'on peut attendre de lui? C'est ça la vérité. Donc, la condition de l'enseignant s'est véritablement dégradée. Et malheureusement, le discours officiel dit un peu les bonnes choses, mais en réalité, celui-ci, chaque jour sombre dans le dénuement. Vous n'avez qu'à voir comment ils vivent. Ils sont contraints de faire certaines choses pour joindre le debout. Avec 320 000, qu'est-ce que vous pouvez faire? La condition de l'enseignant qui s'est complètement dégradée, vous venez de l'entendre. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié ce mouvement d'ensemble, notamment des groupements syndicaux qui se sont retrouvés dans un grand groupe dénommé aujourd'hui Dynamique Unitaire, qui ont lancé un mouvement de grève il y a plusieurs semaines déjà, grève paralysante, bien entendu, dans les secteurs publics et parapublics. C'est d'ailleurs ce groupement qui devait tenir une assemblée générale, toujours au lieu mythique de Martine Oulabou, école publique bien entendu. Aujourd'hui encore, il y a eu des mouvements très sérieux. Bertline Bengon.
comme convenu, et ce malgré toutes les tentatives de déstabilisation des forces de sécurité et de défense, les agents de l'État regroupés au sein du mouvement dynamique unitaire ont été encore bien nombreux à assister à l'Assemblée générale de ce jour à l'école publique Martine Oulabou. On ne peut pas empêcher la marche des travailleurs. Les travailleurs sont en mouvement. La présence des forces de l'ordre ne nous gêne pas du tout. C'est la raison pour laquelle nous allons tenir tout à l'heure notre Assemblée générale et nous poserons ce problème parce que nous avons dit que cette Assemblée générale est une Assemblée générale de l'action. C'est plus l'Assemblée générale de la timidité. Voilà. Aujourd'hui, nous, on ne va moins parler. On va laisser la parole à la base. Et c'est la base qui va décider. Voilà. Au sortir de là, la base a donc décidé d'une marche pacifique jusqu'à l'Assemblée nationale afin de manifester leur mécontentement à la Maison du Peuple, où ils ont tout bonnement été déguerpis à coups de bombes lacrymogènes par les forces de sécurité et de défense. Et comme nous l'annoncions déjà hier au cours de notre principale édition d'information, l'information justement qui a fui, annonçant évidemment une intervention musclée des forces de police nationale, eh bien c'était avéré et ce matin ils étaient au rendez-vous. Berlin Bengon. Déployés en masse du côté de l'avenue Jean-Paul II, avec pour objectif premier empêcher toute mobilisation. Les forces de sécurité et de défense sur les lieux ont, il faut l'admettre, échoué dans cette mission. À pied et bravant tout obstacle, les agents de l'État se sont rendus massivement du côté de l'école publique Martine Oulabou où devait se tenir leur assemblée générale. Lorsque nous arrivons, nous trouvons des barricades un peu partout au niveau de tous les accès pour venir ici. C'est quelque chose de déplorable. Nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays démocratique, c'est ce que disent nos gouvernants. Mais malheureusement, nous sommes en train de vivre une situation contraire où les citoyens sont privés de leur expression. Nous ne pouvons pas nous exprimer, nous n'avons plus le droit de grève, alors que le même gouvernement a reconnu la légitimité de notre grève. Donc nous sommes désolés par rapport à ce qui se passe dans nos murs. Franchement, c'est très désolant. Ces grévistes ont pourtant admis qu'en se rendant au lieu de leur assemblée générale, ils ont été partagés entre sentiments de peur et de courage. Je peux dire oui et non. Oui, parce que quand on voit que les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger braquent un peu leurs canons contre nous, ça fait peur. Non, parce que nous disons que si nous sommes un état de droit, c'est que les forces de l'ordre, comme leur nom l'indique, c'est des agents d'exécution. Ils ont été envoyés pour faire un travail. J'espère que leur travail, c'est protéger les citoyens que nous sommes. Donc ils ne sont pas, je pense, pour nous menacer. Mais ils sont là pour peut-être nous protéger. Une énième tentative de déstabilisation qui a eu pour seule conséquence un désagrément sur les automobilistes et piétons avec cette zone quadrillée. L'objectif premier, celui d'empêcher l'AG, n'a pas été, une fois de plus, atteint. Et une autre assemblée générale devait se tenir cette fois au rond-point d'Inzingarion dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Et c'est bien les étudiants et les élèves des différents établissements secondaires de la capitale qui devaient effectivement la tenir. Nous avons le point avec Berlin Bengon. Les principales victimes de la paralysie dans le secteur éducation, à savoir élèves et étudiants, ont tenu une assemblée générale ce 23 mars du côté du rond-point de Nzarayon. Il s'agissait donc pour eux de décider de la conduite à tenir afin de faire réagir nos gouvernants qui semblent jusque-là peu préoccupés par cette situation de crise. En se regroupant entre élèves issus des différents établissements scolaires de la capitale et étudiants des universités et grandes écoles, ce trop-plein de monde a fini par décider d'une marche pacifique vers la primature afin que le locataire du dit lieu prenne la décision qu'il faut, celle d'apaiser les tensions une bonne fois pour toutes. Dans la volonté de mettre leur plan à exécution, le regroupement de ces jeunes filles et garçons a bien vite fait d'être stoppé du côté du pont de Nzarayon par les forces de sécurité et de défense, et ce, par un échange de bombes lacrymogènes contre des pierres. Heureusement, pour cette fois, pas de blessés graves, si ce n'est des jeunes qui en ont eu plein la vue. Dispersés par la suite, ces élèves et étudiants
ont tout de même tenu à montrer que cette première initiative, même si stoppée, devait tout de même servir de leçon à nos gouvernants, qu'ils voient jusqu'où peut mener ce bras de fer qu'ils tiennent depuis lors avec les agents de l'État. Donc, que les victimes collatérales de tout ceci, eux aussi, en ont assez. De fortes tensions encore ce lundi dans la capitale gabonaise. Le gouvernement de la République devrait pouvoir prendre ses responsabilités pour éviter que ces tensions observables depuis plusieurs semaines déjà à travers le pays et essentiellement à Libreville n'entraînent au pire. Et nous parlons politique à présent avec cette importante rencontre des membres de l'opposition gabonaise. Membres de l'opposition, bien entendu, ceux de l'Union des forces pour l'alternance et l'Union des forces pour le changement, avec l'idée de la mise en place d'une dynamique unitaire de l'opposition gabonaise. Joël Franck Nkoulou nous en parle dans ce reportage. Au nom de l'Union des forces pour l'alternance, UFA, je salue votre présence parmi nous et vous adresse nos sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation. La réunion qui se tient ce jour à l'initiative de l'UFA s'inscrit dans le cadre de la recherche constante de l'unité de l'opposition gabonaise. Unité que le peuple gabonais appelle inlassablement de tous ses voeux, car sans elle, l'alternance au pouvoir ne sera toujours qu'un leurre. Mesdames et messieurs les responsables de l'opposition gabonaise, rappelons-nous que depuis la conférence nationale de 1990, l'opposition gabonaise n'a eu de cesse de vouloir construire son unité. Cette unité s'est manifestée pour la première fois à la conférence nationale de 1990 autour du FIAPO, Front uni des associations et partis de l'opposition, ce qui a permis au peuple gabonais d'arracher au pouvoir PDG l'essentiel des acquis démocratiques qui en sont issus. Depuis, d'autres structures unitaires, à l'instar de la coordination de l'opposition démocratique, CODE, du Haut Conseil de la Résistance, HCR, ont, avec des fortunes diverses, essayé de faire aussi bien que le FIAPO dans la recherche des institutions, dans la défense des institutions démocratiques. Malheureusement, les contradictions entre les différentes formations politiques, exploitées et amplifiées par le pouvoir PDG, ont souvent fait oublier à l'opposition son objectif principal, celui de prendre et de gérer le pouvoir d'État. Et nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de parler de sport avec ce week-end chargé et la Fédération gabonaise de taekwondo qui organisait justement un stage pratique, occasion pour les pratiquants de cet art martial de démontrer leur capacité à reproduire les acquis de plusieurs années d'apprentissage. Joël Franck Nkoulou. Ce stage technique qui a vu la participation de l'ensemble des clubs affiliés à la Ligue de taekwondo de l'Estuaire visait plusieurs objectifs, dont celui de l'harmonisation des techniques. Donc ce sont des stages de technique de base parce que malheureusement on privilégie le plus souvent les combats. On laisse de côté toute la partie martiale. La partie martiale qui est constituée donc des techniques de base et puis des pompiers que l'on appelle kata dans d'autres arts martiaux. Donc nous avons commencé par la Ligue mère des cuillères, travailler dans l'harmonisation des techniques pour que tout le monde fasse le même arimaki, le même chagi et le même pompo. Après, la caravane sous l'égide de la fédération va se déplacer dans les autres ligues pour faire le même travail. L'objectif à long terme, c'est donc permettre à tout le monde d'exécuter les mêmes mouvements, quelle que soit la ligue, et après apprêter les différents impétrants au grade de ceinture noire, de premier dan jusqu'au grade que nous pouvons développer au niveau de la fédération. Organisé et supervisé par la Fédération gabonaise de taekwondo,
Ce stage technique a permis à tous les stagiaires d'appeaufiner leurs différentes techniques et mouvements avant de prétendre à un passage de grade. Nous avons prévu de le faire en deux journées, aujourd'hui et demain. Tout ne s'apprend pas dans un club, on geste les bases. Vous avez vu le travail de préparation que notre expert a fait avant de passer à l'exécution même des clichés. Un travail qui va permettre à chaque stagiaire de maîtriser l'exécution des mouvements. Après l'étape de l'estuaire, la délégation de la Fédération gabonaise de taekwondo entend faire le tour du Gabon dans toutes les ligues, dans l'optique de partager les nouvelles techniques pour plus d'émancipation du taekwondo au Gabon. Et on parle à présent des jeux d'échecs qui prennent de plus en plus de l'ampleur avec l'organisation de pas mal de tournois comme ceux organisés également ce week-end. Retrouvons Joël Franck-Nkoulou. Ils sont 20 compétiteurs à prendre part à cette édition des Jeux d'échecs. Occasion pour les différents responsables de l'organisation, mais surtout de l'Association pour le développement des échecs du Gabon, de mesurer le niveau de l'engouement autour de cette discipline qui reste encore tout de même peu connue au Gabon. Au niveau de l'engouement des compétiteurs, nous pouvons dire qu'il y a de l'engouement, vu que nous n'avons enregistré aucune absence. Nous avons plafonné à 20 personnes. Toutes les 20 personnes ont répondu présentes. Et vous avez vu, la compétition a commencé à l'heure prévue. Et nous espérons qu'elle s'achèvera aussi à l'heure prévue pour la première journée. On peut dire que la perfection n'est pas de ce monde, hein. Mais bon, en tant que tel, de grands couacs, en tant que tel, non, il n'y en a pas. Tout se passe à merveille, tout se déroule très bien. Aucun joueur n'a eu à se plaindre jusqu'à présent. Tout se passe dans les normes. Le jeu des échecs, depuis quelques années, fait son bonhomme de chemin malgré les difficultés rencontrées au quotidien, surtout dans l'expansion de cette discipline sur l'ensemble du territoire national. Et pour cette édition, seuls sont concernés les compétiteurs de Libreville. Pour cette édition, la plupart des compétiteurs sont basés sur Libreville. Donc, ils sont tous sur place. Cette fois-ci, il n'y avait pas de compétiteurs venus de province. Quand bien même, pour la prochaine édition, nous souhaitons vraiment élargir l'éventail de la compétition, donc toucher tous les autres joueurs qui sont à l'intérieur du pays aussi. Au regard donc de l'intérêt constaté autour du jeu des échecs dans notre pays, l'on espère que les plus hautes autorités apporteront leur soutien et secours surtout au niveau du développement de cette discipline dans l'ensemble des lycées et collèges du Gabon, afin de permettre à notre pays, pourquoi pas, d'être compétitif, non sans oublier la mise sur pied d'une fédération des échecs. L'information, c'est également à l'étranger. Commençons par le Sénégal pour évoquer encore le cas Karim Wade et le rideau qui vient de tomber sur ce feuilleton judiciaire qui a tenu ce pays en haleine pendant près de 2 ans et demi. Après un mois de délibéré, le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Henri Grégoire Diop, a dévoilé ce lundi 23 mars le jugement rendu contre Karim Wade, 46 ans, et ses 9 coprévenus, dont 4 se trouvent hors du Sénégal. L'office de l'ancien président écope d'une peine de 6 ans de prison ferme et d'une amende de 138 milliards de francs CFA sur les 117 milliards de francs CFA de patrimoine. Près de 70 milliards ont donc été retenus comme illicites. Les charges portant sur le compte à Singapour, on note 47 milliards de francs CFA qui y ont été d'ailleurs abandonnés. Ibrahim Abou Khalil, alias Bibo Bourgi, considéré comme le principal homme de paille de l'ancien ministre du Ciel et de la Terre, est quant à lui condamné à 5 ans de prison ferme avec pour amende plus de 130 milliards de francs CFA. Quant à ses complices, leur peine s'échelonne de 5 à 10 années de prison assortie d'amende, mais sans peine de privation des droits civiques. On note parmi eux Mamadou Pouye et Alioune Samba Diassé qui écopent chacun de 5 ans de prison ferme et près de 70 milliards de francs CFA d'amende.
Pierre Goudjo de Agboba et Mbaye Ndiaye sont quant à eux relaxés. Les absents à ce procès, Karim Abou Khalil, Vieux Haïdara, Evelyne Rue Delacre et Mbalotiam, tous hors du Sénégal, ils tombent sous le coup d'un mandat d'arrêt international et écopent la peine maximale de 10 ans de prison ferme. Et nous allons cette fois au Nigeria où l'élection présidentielle va se tenir dans quelques jours, mais sur fond de tension née évidemment avec les différents attentats de Boko Haram. Il reste tout juste 6 jours avant ce scrutin présidentiel et les deux partis favoris, celui du président sortant Goodluck Jonathan et celui de son rival Muhammadu Buhari, sont au coude à coude et plus particulièrement à Lagos, capitale économique du pays. C'est bien ce dimanche 22 mars, hier donc, que les électeurs nigérians pouvaient encore retirer leurs cartes d'électeurs. 82% des cartes ont d'ailleurs été distribuées selon les chiffres fournis par la commission électorale indépendante. Si l'issue du scrutin est incertaine, la participation sera sans précédent. C'est d'ailleurs la première fois que deux partis s'affrontent au Nigeria à pied d'égalité. Le Parti démocratique du peuple au pouvoir, PDP, a si longtemps été seul face à lui et le All Progressive Congress de Buhari a des chances de l'emporter à Lagos où plus de 64% des électeurs ont retiré leur carte selon la commission électorale. Le soutien de l'ancien président Obasanjo de l'ethnie Yoruba, majoritaire dans la zone, et sa proximité avec l'ancien gouverneur de Lagos, Bona Tinubu, constituent autant d'atouts pour l'adversaire de Goodluck Jonathan. Pour cette dernière, les meetings se succèdent donc dans la mégapole aux couleurs vertes et blanches du BDP rouge de l'APC avec 52% du produit intérieur brut et environ 18 millions d'habitants. Lagos est aussi la ville où se concentrent l'essentiel des personnes les plus fortunées et influentes du pays. Leur récente prise en compte dans les calculs du PIB ont ravi à l'Afrique du Sud son statut de pays le plus riche du continent. Pas étonnant donc que les candidats portent une attention toute particulière à Lagos. Goodluck Jonathan y a fait d'ailleurs hier sa 3e visite en un mois et Buhari peut lui miser sur le rejet chronique de la ville envers l'État central représenté par le parti de Jonathan. La capitale économique du pays a-t-elle besoin d'un président basé à Abuja? C'est d'ailleurs l'interrogation qui effectivement est sur toutes les lèvres des habitants de ce pays. La page éphéméride de cette édition d'information. D'abord, la citation du jour que voici. Ni les hommes d'État, ni les acteurs ne se retirent à temps. C'est une citation de Prosper Mérimée. Le proverbe du jour, qui est d'ailleurs un proverbe africain, la pierre lancée avec bonté ne siffle jamais. Demain, nous serons le mardi 24 mars 2015. Nous serons dans le 83e jour de l'année. Il nous en restera 282 avant l'an 2016. Et nous serons toujours dans la 13e semaine. Toutes celles qui ont pour prénom Catherine, Catel, Katia, Cathy, Karine ou encore Katia avec K méritent votre sourire dès demain. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, on note 2029 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et ce depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont encore séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse tant clamée en République gabonaise. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.